Ensuite, il y a des signes paradoxaux. Ces signes paradoxaux qui ne sont pas des signes contradictoires. J'espère que je ne vais pas trop vite, ça va, vous suivez. Des signes paradoxaux. Les signes paradoxaux, c'est très important parce que paradoxal, ça veut dire contraire à l'opinion commune. Il y a des signes qui ne correspondent pas à ce qu'on attend. En quelque sorte, on est dans un monde à l'envers. Si on ne sait pas qu'on est dans un monde à l'envers, le médecin, le travailleur social, le maire de Bobigny ce matin, tous ceux qui sont en rapport avec ces personnes en situation d'exclusion ne vont pas comprendre qu'il faut décrypter les choses à l'envers. Quels sont les signes paradoxaux les plus fréquents ? Le premier signe, c'est plus vous allez mal psychiquement, moins vous demandez de l'aide. Donc ne pas demander de l'aide est un signe de gravité. Ce n'est pas un signe qu'on ne veut pas, c'est un signe qu'on ne peut pas, qu'il faut du temps, etc. Il faut aller très bien dans sa tête pour être capable de demander de l'aide quand on souffre. Et si bien qu'on en tire tout de suite deux conclusions. Il faut que la demande, si c'est une demande de soins ou une demande sociale, passe par un tiers, quelqu'un qui ne soit pas la personne qui est coupée de la demande. Et puis, les médecins, les travailleurs sociaux, tous ceux qui sont dans la relation d'aide, peuvent demander en leur nom. Je donnerai juste un petit exemple. J'étais allé voir avec une infirmière un homme qui n'était pas sorti d'un foyer depuis 9 ans, d'un foyer social depuis 9 ans. On nous demande de venir parce qu'il allait être expulsé. Il était complètement hypomane. Il n'était pas du tout dans la conjoncture que je vous ai dit. L'émoussement des émotions, c'était le contraire. Mais vous savez que le contraire, c'est pareil que son contraire. Donc, ne pas avoir d'émotions, c'est comme en avoir trop. Il était complètement excité. Et j'ai vu qu'il fallait absolument venir le voir. Et je lui ai dit, est-ce que vous voulez que je revienne vous voir avec l'infirmière ? Il me dit, non, moi je ne veux pas que vous veniez me voir. Mais vous, est-ce que vous voulez venir me voir ? Et je lui ai dit, oui. Moi, je voudrais bien venir vous voir. Et il m'a dit, alors vous serez le bienvenu. Vous voyez, j'ai assumé sur moi, mais tout le monde sait ça, j'ai assumé sur moi la demande et il m'a dit, vous serez le bienvenu. Alors que si je lui avais dit, écoutez, vous avez 50 ans, vous devez savoir, si vous voulez que je vienne, voici ma carte, appelez-moi quand vous voudrez. C'était en quelque sorte que je ne comprenais pas que nous étions dans un monde à l'envers. Deuxième signe paradoxal, réaction thérapeutique négative. Je vais très vite là-dessus. Plus vous aidez quelqu'un, plus il va mal. C'est catastrophique. Plus vous aidez quelqu'un, plus il va mal. Ça veut dire que quand les gens sont dans cette position-là, eh bien, il ne faut pas être trop pressé, il faut être patient, il faut quelquefois souffrir du refus de l'aide, etc. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et puis, un dernier signe paradoxal, j'attire votre attention là-dessus parce que souvent il est mal interprété. Au fond, dans cette inversion sémiologique de la demande, on dirait que la personne ne demande pas au bon endroit. Par exemple, la personne qui va mal va dire au travailleur social « j'ai un problème de santé » ou « j'ai eu des problèmes dans mon enfance ». Alors le travailleur social va envoyer la personne au psychiatre. Et quand la personne va voir le psychiatre, elle dira « je veux un appartement, je veux un logement ». Ce n'est pas du tout de la mauvaise foi, c'est une inversion paradoxale de la demande qui est tout à fait logique, c'est une altérité de la raison. J'ai vu dans le programme, la raison n'est pas forcément altérée, mais elle est en situation d'altérité. Si vous allez très mal, surtout n'allez pas voir un psychiatre, trop vite, parce qu'il va être trop curieux, et il va vous faire mal en vous posant des questions. Donc c'est tout à fait juste de parler d'abord de ces vécus infantiles à un travailleur social qui ne pourra pas interpréter, qui simplement va le garder en dépôt en lui et qui peut-être 6 mois après vous dira « oui, je connais un psychologue très bien, est-ce que vous voulez que je lui parle ?» Et vous voyez, c'est culturel d'aller voir un psychiatre quand on va mal. Et dans certains cas, il ne faut surtout pas aller voir un psychiatre quand on va mal, il faut attendre des semaines, des mois, et en parler à quelqu'un d'autre. Et puis alors, comme signe de disparition, vous avez les morts prématurées, qui sont très fréquentes évidemment, dues au fait de l'évitement thérapeutique quand on a des problèmes de santé, puisqu'il y a une anesthésie du corps. Quand vous avez une anesthésie du corps, vous ne sentez pas quand vous souffrez. Une rupture des liens.
et une rupture de la capacité de demander de l'aide. Donc vous voyez, tous ces signes sont bien de l'ordre des pathologies de la disparition. Ce matin, Virginio Colmenia parlait des sujets qui étaient invisibles, invisibilisés, mais il faut voir que dans ces situations paradoxales, le sujet lui-même peut disparaître pour continuer de vivre à sa manière, pour se traiter d'une certaine manière, mais évidemment le coût est très cher, il le paye très cher. Alors, on peut observer dans ces cas-là des retours du sujet disparu paroxystiques, en particulier avec la prise de l'alcool, la prise des drogues, permises ou défendues. Et quelquefois, alors j'attire votre attention là-dessus, ce que j'appelle, c'est pas marqué là, un excessive care, c'est-à-dire un empressement trop important à s'occuper des gens. Je vous veux du bien, je veux vous soigner, etc. Eh bien, on rentre dans le paradoxe numéro 2. Plus on aide les gens, plus ils vont mal. Donc vous avez des gens qui vont mal parce qu'on veut trop vite qu'ils aillent bien. Et il faut être d'une patience et accepter de souffrir quand on accompagne les gens, parce qu'il y a des fois, on est obligé de voir que si on veut aider les gens trop vite, au fond, ils ne vont pas bien pour autant. Bon, augmentation des états d'urgence, c'est normal, puisqu'il y a un retour paroxystique du sujet dans ces cas-là. Mais j'attire votre attention sur le dernier point. Le retour du sujet disparu peut se faire dans celui qui aide, dans le travailleur social, dans le médecin, dans le maire de Bobigny qui reçoit à sa permanence. Comment ça se fait ? Ça se fait que, pour ainsi dire, quand quelqu'un ne peut pas porter sa souffrance consciemment, c'est celui qui est en face qui va souffrir. C'est une manière que nous avons, les êtres humains. Quand quelqu'un ne souffre pas quelque chose, c'est celui qui est en face qui souffre. Et si bien que l'inconfort de l'aidant fait partie de la clinique psychosociale. Voyez, et il est très difficile de... Ce matin, on parlait du bien-être. Un de nos collègues ce matin a parlé de calculer le bien-être. On peut dire que c'est important de se sentir bien, mais on peut dire aussi que sous nos climats, dans nos pays, et avec le travail que nous faisons, si nous sommes trop heureux, c'est que nous sommes des autistes sociaux. Et qu'il y a à un moment donné une capacité de souffrir dans le travail qui fait partie du travail. Une capacité de souffrir dans le travail qui fait partie du travail. Alors, le diagnostic différentiel, je vous ai dit que le sujet disparaissait, comme s'il disparaissait, switch off, fermez le bouton, le moi est congelé. Eh bien, j'ai remarqué qu'il y a quelquefois des erreurs de diagnostic entre les formes déficitaires de la schizophrénie et le syndrome d'auto-exclusion. Les deux affaires se ressemblent, sauf que dans le syndrome d'auto-exclusion, il s'agit de découragement, il s'agit de désespoir, il s'agit de réaction à ces phénomènes, et qu'il n'y a pas nécessairement de troubles cognitifs. Mais par contre, les schizophrènes, comme n'importe quel être humain, peuvent avoir des syndromes d'auto-exclusion. Et je raconte dans le livre que Benedetto évoquait tout à l'heure, je raconte à un moment donné comment un patient schizophrène avéré arrive en urgence et on me dit il a rechuté, etc. Je pense en moi-même, c'est impossible qu'il ait rechuté. Je l'avais vu la semaine passée. Je vais le voir au service d'urgence et en discutant avec lui 20 minutes sur son découragement, il sort de sa pathologie qui n'était pas une rechute de schizophrénie, mais qui était un syndrome d'auto-exclusion, c'est-à-dire de découragement aigu avec repli. Et comme quoi, le fait de connaître que ces choses-là existent peut être utile pour les personnes que nous aidons. Ça ressemble aussi aux dépressions froides, ça ressemble à beaucoup d'autres choses, je ne vais pas insister. Alors le traitement,
j'ai honte de le dire, mais le traitement direct, c'est le respect. Donc je dis avoir fait 40 ans de métier pour dire qu'on soigne les gens en les respectant, ça paraît un peu ridicule, mais je dirais tout de suite que c'est très difficile de respecter vraiment les gens qui ont des comportements paradoxaux, qui ont des comportements autodestructeurs, qui vous font souffrir, et donc le respect dans ces situations extrêmes, c'est à la fois un postulat de départ, mais c'est une conquête. C'est une conquête. Et surtout que, comme je vous le suggérais, si on intervient suffisamment vite, il y a une réversibilité du syndrome d'auto-exclusion. Mais quand le syndrome d'auto-exclusion est là depuis des mois, des années, il ne peut pas partir comme ça. Il fait partie de la personne, comme on a pris un mauvais pli, où il faut peut-être très longtemps pour qu'il s'atténue. Et à ce moment-là, rentre comme dans les politiques que je qualifierais de réduction des risques. Simplement empêcher que le sujet aille plus mal, rompre trop les liens, ait une maladie qui n'est pas soignée, réduire les risques et accompagner la personne telle qu'elle est à ce moment-là. Et ce sur quoi j'insiste, c'est accepter les comportements paradoxaux. J'ai combien de temps encore ? 4 minutes, excellent. Un jour, on me raconte, c'était à Valence, en France, un homme de la rue qui se promenait avec une hache et un couteau. Il se promenait dans la rue avec une hache et un couteau. Tout le monde avait peur de lui. Un jour, une jeune psychologue lui pose simplement cette question. « Monsieur Untel, pourquoi portez-vous une hache et un couteau ?» Et il dit « C'est pour ne faire de mal à personne. » C'était le contraire de ce qu'on pensait. Il se sentait agressif, il se sentait violent, et il mettait les gens à distance pour ne pas leur faire de mal. Vous voyez ? C'était vraiment un comportement paradoxal. Alors, en terminant, je voudrais dire sur le fait que cette pathologie ne concerne pas seulement la marginalité. Comme je l'ai dit, elle a été décrite d'abord avec les malades mentaux, les jeunes marginaux et un certain nombre de pathologies au travail, pour que petit à petit je me rende compte que c'était une pathologie absolument transversale et que quand on travaille pour la marge, on travaille pour le centre de la société, même si le centre ne veut rien en savoir. Et je pense personnellement, actuellement, que le syndrome d'auto-exclusion doit être considéré comme une pathologie de notre époque. Comme une pathologie de notre époque, qui est à certains moments la dernière défense qui nous reste. On ne peut plus se révolter. La seule manière de dire non, c'est de dire non à soi-même en rapport avec autrui. La seule manière de dire non, c'est de dire non à soi-même en rapport avec autrui. Et c'est pour ça qu'en effet, nous organisons, comme c'est quelque chose qui me semble lié à la conjoncture économique mondiale, c'est pour ça qu'en octobre prochain, nous organisons un congrès à Lyon sur les effets psychosociaux de la mondialisation sur la santé mentale. Benedetto Saraceno interviendra, Angelo que j'ai vu, Barbato est avec nous aussi, et nous serons un certain nombre de collègues des 5 continents pour étudier comment ça se passe dans la mondialisation du côté du contexte qui est le nôtre sur les 5 continents. Voilà, je vous remercie.